Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, entre exploitation et protection, quel rapport moderne à l'animal? De la chasse à l'élevage, l'animal est-il une ressource comme les autres? On en parle avec nos deux invités aujourd'hui, deux regards sur cette question. Celui de l'anthropologue Charles Stepanov, directeur d'études à l'EHESS, membre du laboratoire d'anthropologie sociale du Collège de France. Il est l'auteur, en cette rentrée, de L'animal et la mort, qui paraît à la découverte, une enquête de 2 ans du côté du Perche, de la Beauce et des Yvelines, entre histoire et présent, tradition et renouvellement des pratiques de chasse. Son ouvrage est en lice pour le premier prix de l'essai France Culture Arte qui sera remis dans le cadre du festival Et Maintenant, le 29 novembre prochain, qui nous réunira tous, je l'espère, sur l'antenne de France Culture et à la Maison de la Radio. Alors prenez date, 29 novembre, et en préparation, un questionnaire pour la jeunesse est en ligne sur notre site qui attend vos réponses. Bonjour Charles Stepanov. Bonjour. Bravo déjà pour cette présélection, première sélection. À vos côtés, la plasticienne Elsa Maury, réalisatrice de Nous la mangerons, c'est la moindre des choses. Un premier film entre art et ethnographie où elle suit Nathalie, bergère, éleveuse. Elle contribue à la toute nouvelle revue aussi, Elsa Maury, En mutation, une revue co-éditée par l'Obs et Rue de l'Échiquier consacrée aux métamorphoses écologiques et sociales. Thème de ce premier numéro, peut-on être un carnivore éthique? C'est presque un sujet pour le bac. Bonjour à vous Elsa Maury. Bonjour. Bonjour. Peut-on être un carnivore éthique? Peut-on aussi tuer l'animal de manière éthique? Ce sont des questions qui traversent à la fois votre film, Elsa Maury, et votre livre, Enquête, Charles Stepanov. Ce rapport entre l'homme et l'animal, il est au cœur de vos deux approches. On voit qu'il a aussi beaucoup évolué avec les années. L'un porte, donc votre enquête, Charles Stepanov, sur la chasse. L'autre, votre film, Elsa Maury, sur l'élevage. Ces pratiques révèlent l'une et l'autre à leur manière un rapport assez paradoxal au vivant. En quoi, selon vous, Charles Stepanov? Je dirais que l'humain est un prédateur empathique. C'est-à-dire que nous sommes des carnivores. C'est ce qui distingue Homo sapiens, homme de Néandertal, des autres espèces de grands primates. La part de la viande dans la consommation est importante et a certainement eu un rôle dans l'évolution du cerveau humain et dans nos organisations sociales. Pour de la chasse au grand gibier, telle qu'elle était pratiquée dans la préhistoire, il fallait de la coopération, de la solidarité. Donc on est des prédateurs, mais pas comme les autres, pas comme les chiens, pas comme les lions ou les tigres. On a ceci de particulier qu'on est capable de se projeter dans les univers de nos propres proies. L'imagination, c'est l'outil principal de la chasse humaine, par le fait de se coordonner, d'imaginer à l'avance comment on va piéger l'animal. Et ça implique de comprendre son comportement, de supposer quelles vont être ses réactions, ses craintes, ses désirs pour pouvoir le piéger. C'est ça qui crée cette situation paradoxale, d'un côté de la prédation, de l'agressivité. C'est une confrontation, comme vous l'écrivez. C'est une confrontation, oui, entre l'homme et l'animal. Exactement, mais c'est contrebalancé par notre possibilité d'avoir de l'empathie pour les animaux. Et ça crée un dilemme moral qui est présent dans toutes les sociétés humaines et qu'elles abordent les unes et les autres de tas de manières différentes. Ce dilemme, Elsa Maury, vous le retrouvez aussi dans la pratique, la conception de son métier, aussi de la bergère, Nathalie, que vous avez, suivi avec votre caméra pour ce film. Nous la mangeons, c'est la moindre des choses. Oui, c'est ça, c'est une sorte de dilemme, des fois on dit paradoxe ou contradiction, mais en tout cas on va dire, c'est des pratiques qui, dans le quotidien, dans les rapports entre vie et mort, en tout cas pour l'élevage, puisque a priori on est éleveur ou éleveuse, surtout pour accompagner des animaux dans la vie, et en même temps cette question qui est l'aboutissement de ce travail, qui est la viande et qui implique un passage par la mort. Et donc c'est vécu d'une certaine manière comme contradictoire à cause de certaines injonctions aussi qu'on a dans la société, mais ça peut être dans une relation avec des animaux très concrets, vu et vécu comme des formes de continuité. Pour tenter de comprendre, Charles Stepanov, vous vous êtes immergé en France, du côté du Perche, dans une communauté de chasseurs paysans qui chassent et qui vivent de ce qu'ils attrapent. Ces chasseurs-là, ils entretiennent une relation assez particulière à l'animal. Vous parlez d'un animisme en mode mineur, c'est-à-dire... Alors, ce qui m'a intéressé, moi je suis spécialiste de la Sibérie à la base, et d'autres chasseurs qui ont la chasse comme mode de subsistance, chasse nomade, ça a été de voir s'il existait en France
des formes de rapport au milieu vivant qui soient basées sur un aspect vivrier, sur une autonomie, qui crée de l'autonomie alimentaire mais aussi politique. Et donc j'ai eu la surprise de voir qu'il était assez courant, beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer, que la chasse en France ne soit pas destinée au loisir simplement, comme on l'imagine, mais qu'elle soit destinée effectivement à la nourriture. Pas uniquement, il y a aussi évidemment du plaisir, il y a aussi de la sociabilité, mais il est très important, c'est éthique, de manger ce qu'on tue et de tuer ce qu'on mange. On a cette formule qui est enracinée dans une culture paysanne et qui implique qu'on ne va pas gâcher la viande. Ça implique une auto-limitation des prises. Bien avant la législation gestionnaire, les quotas mis en place par l'État, il y a cette revendication d'être capable de se limiter tout simplement parce que on ne va pas tuer plus que ce qu'on peut manger. Et ces chasseurs paysans mettent en avant cette éthique-là par contradiction avec la chasse bourgeoise de loisirs, la chasse safari, dans laquelle on tire sur tout ce qui bouge et le chasseur n'est même pas capable lui-même de découper la viande et ensuite de la manger. C'est ce clivage de classe, tel que vous le formulez, paysan, bourgeois, est-ce qu'il est encore pertinent aujourd'hui? Est-ce qu'il a encore un sens ou ce sont des vieilles appellations? Il est extrêmement pertinent. On est une société de classe, on le reste. Il y a un héritage historique évidemment très fort depuis l'Ancien Régime entre la chasse paysanne qui est stigmatisée, qui est illégale, c'est le braconnage. Et encore aujourd'hui, il y a quelques mois, un agriculteur de 75 ans a été condamné à 6 mois de prison parce qu'il piégeait des petits oiseaux avec des fourmis volantes. Donc une pratique qui est évidemment ancestrale, qui est réprimée par l'État. Et de l'autre côté, on a la chasse d'élite, chasse politique. Et on avait les chasses présidentielles, encore il y a peu de temps, et on a les grandes chasses dans les domaines bien connus en grillagé, en Sologne, qui réunissent des centaines d'hectares, dans lesquels on a de l'élevage d'animaux sauvages destinés au tir et qui appartiennent aux grands capitalistes français, Bouygues, Provost et autres. Donc évidemment, oui, on a des mondes complètement différents et ça c'est un peu gommé par l'idée d'un monde de la chasse, d'une institution de la chasse. Quand on parle de la chasse, c'est une fiction, ça n'existe pas. Il y a les chasses, il y a Exactement. des chasses. Et vous rappelez d'ailleurs qu'en France, la chasse est classée comme un sport, elle est aussi traitée comme telle. C'est ça, c'est très intéressant de voir, après la Deuxième Guerre mondiale, ça commence sous Pétain, la façon dont les institutions étatiques vont imposer à l'univers des chasseurs une conception bourgeoise, à savoir que la chasse, elle doit être désintéressée. Elle ne doit pas chercher à ramener de la nourriture. Ça doit être un loisir, un sport. Et cette définition de la chasse comme sport, qui est d'origine bourgeoise au XIXe siècle, qui est un terme anglais à la base, eh bien, elle entre dans la loi dans les années 1960. Alors de la même manière, peut-être on peut souligner avec vous, Elsa Maury, le fait qu'il y a une perception commune, grand public de l'élevage qui a été beaucoup abîmée ces dernières années avec les images qui sont ressorties des abattoirs, de l'abattage qui est peut-être dans cette chaîne aussi l'étape d'après. Or, il y a différentes manières, différentes pratiques d'éleveurs. Pourquoi vous êtes allé à la rencontre de cette éleveuse, de cette bergère, éleveuse de brebis, Nathalie, et qu'est-ce que vous avez appris d'elle, de sa manière de faire, des gestes et de sa relation à l'animal? Déjà, je pense qu'au niveau, en effet, de l'élevage, il y a beaucoup de pratiques différentes. Et il y a certainement, en termes de quantité, une pratique majoritaire qui est de l'ordre de l'élevage industriel, qui est indéniable. Et c'est aussi pour ça qu'on a cette représentation-là. Mais c'est vrai que moi, je faisais un film. Et donc, l'enjeu n'était pas d'avoir un propos représentatif de ce que serait l'élevage ou même l'abattage, mais d'être capable de suivre avec une personne que je savais sensible à ces questions, la manière de fabriquer de la continuité entre ces pratiques de vie et ces pratiques de mort. Et donc voilà, c'est une éleveuse qui est dans le sud des Cévennes, qui a un petit troupeau, elle travaille en plein air intégral, en pâturage intégral aussi. Et dans le film, on voit, elle s'engage auprès d'autres éleveurs à travailler dans un abattoir, puisque c'est un abattoir qui a été fermé suite à un procès pour maltraitance animale avec les vidéos L214. Et donc voilà, bon, ça, c'était pas prévu au départ où j'ai commencé à faire le film, mais ce qui m'intéressait, c'était vraiment de voir dans une pratique quotidienne de relations, donc il y a une pratique de garde notamment, et de soins, comment est-ce que des trajectoires à la fois
individuelles, mais aussi collectives dans le troupeau, permettent de voir ce passage par rapport à, on va dire, par rapport à des consommateurs ou des consommatrices urbains qui auraient une image de la viande substance avec des images d'abattoirs qui seraient très violentes, d'essayer d'aller voir des endroits où en fait c'est un peu plus complexe que ça. C'est plus qu'un rapport de violence, c'est parfois des rapports de continuité, paradoxaux, de résignation, d'hésitation, comment bien tuer, parce que c'est vraiment la question qui elle, la guide tout au long du film, et qui d'ailleurs n'est pas du tout résolue, hein, d'après moi, ni par le film, ni par aucun texte législatif, mais d'aller voir, voilà, plutôt que des représentations qui seraient des sortes d'irruptions, en fait, quand on a des images dans les abattoirs qui sont produites par des militants, et qui, je pense, ont une certaine force, hein, et qu'il ne faut absolument pas nier, mais qui, cependant, enlèvent tout le contexte et qui jouent sur cette discontinuité qu'on a, ou le fait qu'on n'ait aucune visibilité de la mise à mort des animaux. En fait, on a aussi peu de visibilité sur ce qu'est l'élevage, je pense, actuellement. Et donc de venir refabriquer du sens et de la continuité avec elle. On va commencer alors avec comme vous, dans votre film, avec cette scène, une mise à bas, qui montre aussi l'importance du troupeau pour ses brebis. Et je crois que c'est Cocotte, hein, dans l'extrait qu'on va entendre, qui met à bas. Oui, bonjour monsieur. Assistance agnelage. J'appelle parce que j'ai une 4000 qui vient de me faire une jolie femelle, mais qui est complètement amorphe, qui garde les yeux fermés, qui est toute blanche, toute belle, et qui n'a pas de guide, apparemment. Et voilà, du coup, je sais pas, j'ai essayé de la gaver, j'ai attrapé la mère, je l'ai mise dans un casier. Il y a une chance alors, au bib, en la gavant, elle a les pattes et le museau froid, mais la langue, comment elle est? Oui, c'est proche. Pourquoi avez-vous souhaité, Elsa Maury, commencer avec cette scène, ce premier exemple qui montre bien aussi la relation qu'elle entretient avec ses bêtes? Il y avait différentes choses dans le début du film qui me semblaient importantes de marquer. C'était d'une part de commencer avec un rapport des animaux à la mort pour ouvrir cette question de leur côté aussi. Oui, leur propre rapport, hein, c'est ça. Voilà, c'est ça. Même si c'est pas le sujet du film, mais ça me semblait important de l'évoquer au moins. Et puis, donc la scène dont on parle en question, c'est en effet une mise bas qui se passe mal. Et je crois que ça a été un grand apprentissage pour moi dans l'enquête de terrain que j'ai fait, et le tournage, c'était que je venais travailler sur la question, en effet, de la représentation, de la mise à mort et donc de l'abattage des animaux. Et puis, je me suis rendu compte que la mort, elle n'est pas nécessairement dans les abattoirs, elle n'est pas nécessairement toujours décidée dans les pratiques d'élevage. Et alors, elle n'est pas quotidienne, mais elle est assez fréquente, surtout en période d'agnelage. Et donc ça, c'est quelque chose qui me semblait important de rendre compte du fait que c'est une pratique risquée, en fait, tout simplement de travailler avec du vivant. Et voilà. Et donc la scène en question, c'est une scène où il y a une mise bas qui se passe mal, il y a une agnelle qui meurt, et puis elle réalise ce qu'on appelle un pyjama ou un empelissage. C'est-à-dire qu'on a une brebis qui a très envie de son agnelle, mais qui suite à la naissance, n'arrive pas à vivre. Et donc, l'éleveuse lui propose une autre agnelle qui, elle, a été rejetée par sa mère. Et donc, pour faire ça, en fait, comme les ovins ont une reconnaissance et un attachement individuel très fort et très rapide suite à la mise bas, une des techniques, c'est d'utiliser la peau de l'agneau qui est décédé pour en habiller en fait, l'agneau qu'on veut faire adopter. Et donc, ça me semblait important parce que c'était d'une certaine manière, ça raconte aussi que les morts peuvent être le support et le soutien de pratiques de vie. C'est-à-dire que cette agnelle est morte, mais en fait, ça va permettre une nouvelle vie, une adoption et une agnelle qui a besoin d'une mère.
Charles Stepanov, oui, dans la chasse, vous retrouvez aussi cette relation entre l'animal et la mort que vous racontez, que vous décrivez dans ce livre, cette relation plutôt entre la mort et la vie. En fait, est-ce que les chasseurs perçoivent aussi la survenance, l'arrivée de la mort de cette manière-là, en la reconnectant en fait avec le principe de vie? Alors, c'est différent de l'élevage, bien sûr, mais ce qui est frappant quand on prend du recul, d'un point de vue anthropologique, c'est de voir à quel point ces scènes qui étaient quotidiennes il y a quelques décennies, d'un agnellage, une mise bas, un vélage, ou la mise à mort des volailles, du cochon à la ferme, tout ça a disparu de nos consciences. Et il faut aller sur le terrain, il faut être ethnologue pour être face à des sociétés dans lesquelles la mort est au quotidien. Il y a eu un phénomène de désocialisation de la mort qui correspond à un camouflage, tout simplement parce que la législation a interdit les abattages en ville et désormais même à la ferme, c'est impossible, qui a permis l'industrialisation, la mécanisation et la démultiplication de la violence dans l'élevage industriel. Souvent même les éleveurs ne peuvent pas aller jusque dans l'abattoir. Hein. C'est ça. Donc il y a un désir de réappropriation, aussi bien chez beaucoup d'éleveurs, que je rencontre également, et d'ailleurs beaucoup de mes informateurs étaient des éleveurs et des chasseurs, il y a une continuité dans leur pratique, une revendication d'accompagner l'animal de la naissance à la mort et de réassumer ce qui fait les conditions de notre survie, à savoir, y compris jusque dans cet acte qui est dur, qui est l'acte de violence. Pourquoi ? C'est pas par sadisme, c'est pas par goût de l'abattage, c'est pour ne pas avoir à déléguer cet acte à des machines industrielles qui le déshumanisent. Parce que cette mécanisation-là, vous la racontez, elle est devenue aussi le propre de nos sociétés et elle tend à rendre invisible une pratique qui pourtant existe et est réelle, c'est la mort de l'animal. On y revient. Ouais. Exactement. Depuis en fait le début du 19e siècle, quand les sensibilités s'exacerbent, quand l'intolérance au sang augmente, eh bien une législation s'est mise en place, que j'évoquais à l'instant, qui fait que les abattoirs ont été exclus des villes et sont de plus en plus camouflés. Et ça n'a pas réduit la violence, ça l'a démultipliée. En 1800, on mangeait 4 fois moins de viande qu'actuellement. Aujourd'hui, on atteint le chiffre exorbitant de 3,2 millions d'animaux abattus chaque jour. Et il est possible pour un Français de manger tous les jours de la viande sans avoir vu de sa vie un animal abattre, sans avoir vu une carcasse écorchée. Ça, c'est extraordinaire d'un point de vue anthropologique. On est dans de la science-fiction. C'est fou. On ne veut plus voir l'animal dans la viande qu'on mange. C'est ce que vous dites aussi l'un et l'autre, Charles Stepanov, Elsa Maury. On ne veut plus voir le sang dans la chasse bourgeoise non plus. Hein. Mais cette violence que l'on ne veut plus voir, elle n'a pas disparu. Elle s'est mécanisée, elle s'est même démultipliée. Mettre les abattoirs hors de la cité, ça Thomas More l'avait imaginé, et c'est presque ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Si on reprend la question de départ, cette idée de la mort éthique, qu'est-ce que vous pensez, Charles Stepanov, après avoir fréquenté pendant 2 ans ces chasseurs paysans, que l'on peut tuer avec éthique? Pourquoi cette question, d'ailleurs, elle est même d'actualité, d'une actualité urgente? Oui. C'est-à-dire que, je pense, comme je le disais, l'homme, en tant que prédateur empathique, se pose des questions. Il y a une ambiguïté dans le rapport à l'animal, surtout chez les peuples animistes, chez lesquels l'animal est reconnu comme un alter ego, un autre soi, quelquefois la réincarnation d'une grand-mère. Donc qu'est-ce que ça signifie de tuer un ours qui est votre grand-mère? Comment vous allez vous y prendre? Les réponses de beaucoup de ces peuples, ça va être de le faire avec un infini respect, avec des rituels, avec des offrandes, avec une auto-limitation. Donc c'est là, il y a de l'éthique, et ça on le voit dans toutes les sociétés, à travers tous les continents, dans les gestes de chasse. C'est dans la chasse qu'on a les manifestations rituelles les plus universelles et les plus importantes. Alors évidemment, à l'époque de la modernisation, chez nous, disons dans l'après-guerre, les 30 Glorieuses, on a voulu rendre la nourriture quelque chose de banal, qui ne coûte rien, qui ne vaut rien, eh bien, on a gommé le fait qu'il s'agit d'êtres vivants. Et pour beaucoup de personnes, aussi bien dans le monde de l'élevage, ou bien à la ZAD Notre-Dame-des-Landes, où j'étais il y a quelques jours, on voit des jeunes qui s'engagent et qui veulent renouer avec un mode de vie paysan qui inclut le fait d'assumer la mort également, mais de façon respectueuse.
Tout Et ça, paradoxalement, oui, c'est ce tabou de la mort qui a rendu l'abattage plus violent et à plus grande échelle, hein, l'abattage exactement. industriel. Exact. C'est le fait de détourner le regard de la mort des animaux qui a permis de démultiplier cette violence parce qu'on l'avait cachée et de produire de la viande comme de la matière, donc de créer l'animal matière, par opposition à un autre traitement de l'animal que nous avons chez nous, qui est complètement opposé, qui est l'animal enfant, qui est l'animal de compagnie. Donc on a eu une disjonction très étonnante dans nos sociétés modernes entre un traitement économique productiviste de l'animal, certaines espèces, les cochons, les vaches, et d'un autre côté, un traitement de l'animal qui doit au contraire être nourri, qui est un support de dépenses, de cadeaux, en fait les anniversaires des chiens et des chats, qui est l'animal enfant, qui est dans notre dépendance, qui est castré, qui n'accède jamais à un état de vie adulte et à un comportement complet. Donc, ce que j'essaie d'interroger dans ce livre, c'est le fonctionnement, les soubassements de cette étonnante bifurcation entre animal-enfant et animal-matière, et en quoi l'animal gibier constitue une alternative, parce que l'animal sauvage gibier, il n'est ni animal-enfant, ni animal-matière. Il n'est ni animal de compagnie, ni animal produit dans l'industrie de l'élevage. Il est quoi? Il est ce juste milieu? Non, vous n'irez pas Juste jusqu'à dire milieu, ça, je ne c'est sais pas, c'est à voir. En tout cas, il préexiste à cette bifurcation moderne dont on voit les excès et le désastre sur le plan éthique et écologique. Et c'est en ça qu'il est intéressant, c'est en ça qu'il l'interroge, qu'il pose question à cette bipartition. Et c'est en ça qu'il est choquant aussi, je crois, c'est en cela que la chasse, ce type de rapport vivrier à l'animal sauvage, heurte nos sensibilités modernes. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de polémiques à ce sujet. Voilà, technique et rituel du côté des chasseurs paysans que vous interrogez dans cet ouvrage, L'animal et la mort, Charles Stepanov, avec ce regard, cette démarche de l'anthropologue. Vous avez, vous, Elsa Maury, pour ce film, Nous la mangerons, c'est la moindre des choses, une démarche à la fois artistique, puisque vous êtes plasticienne, mais aussi d'ethnologue, pour tenter de comprendre aussi ce qui se joue là, vous le disiez, entre ces deux ponts, entre ces deux eaux, et ce qui se joue aussi dans le rapport que cette bergère Nathalie entretient avec ses animaux. J'avais envie de vous retourner la question, peut-on tuer avec éthique l'animal, qui est aussi en une de ce nouveau numéro, de ce premier numéro de la nouvelle revue En mutation, coédité par Rue de l'Échiquier et l'Obs. Peut-on être un carnivore éthique ? Elle semble y répondre, hein, votre bergère Nathalie. On va écouter un autre extrait de votre documentaire où justement, à table, elle est en train de manger « Et moi », un des premiers agnelages de Nathalie. Qu'est-ce qu'on mange? On mange émoi, un des premiers biberons, premier agnelage, donc il y a 2 ans et demi. Et qui devait partir au printemps. Et au moment où on a drogué, en fait, il a été vermifugé parce que j'ai pas réagi assez vite. Et du coup, il y avait 2 mois d'attente? Ouais, 65 jours de délai d'attente. Donc voilà. Donc il est parti un peu moins gras que prévu. Mais pourquoi il est parti maintenant et pas à 4 ans ou 5 ans? Parce qu'il était plutôt turbulent et très actif comme mouton. Elsa Maury, que dire autour de cette scène du repas, si ce n'est qu'elle raconte assez bien, elle illustre assez bien la relation de Nathalie, là encore avec ses chèvres, ses moutons, ses brebis, qu'elle accompagne, hein, de la naissance jusqu'à la mort. Hein. Comment vous raconteriez-vous ces gestes que vous avez pu observer et peut-être son état d'esprit aussi, hein, que Nathalie met en œuvre pour accompagner ses bêtes vers la mort? La situation qui était assez originale avec Nathalie et qui était voulue, hein, par le dispositif d'enquête, c'est une bergère qui est en train d'apprendre.
Et donc, ça me semblait être un bon dispositif narratif pour pouvoir justement transmettre des questions qui sont au travail chez plein d'éleveurs et d'éleveuses. Et donc, dans son apprentissage et sa sensibilité, elle se pose beaucoup de questions sur on fait des prélèvements dans un troupeau, c'est-à-dire qu'on ne peut pas garder tout le monde, et donc qui tuer, à quel moment, réussir à prendre des décisions avant que ces bêtes soient malades ou trop vieilles pour qu'on puisse les manger. Et donc en fait, c'est tous ces choix qui sont des choix qui sont articulés à des relations quotididiennes, mais qui se font à la fois avec les individus dans le troupeau, puisqu'il s'agit de prélever certains individus, mais aussi avec le troupeau en tant qu'entité, dans laquelle il s'agit d'avoir un équilibre au niveau de l'âge, au niveau de la santé, et surtout par rapport au territoire, puisque elle dépend entièrement du pâturage et des ressources qui sont disponibles à la fois à l'année et en estive. Et donc, du coup, il faut qu'elle fasse des choix. Et donc la suivre dans ses choix, qui sont des choix en fait très intimes et qui sont absolument pas simples à faire, surtout au moment où on apprend, ça me semblait être important à montrer justement combien à chaque fois ils sont sous-pesés, hésités et difficiles, et en même temps tout ça est permis pour un bien vivre et du troupeau et de la socialisation aussi qu'il y a à l'intérieur du troupeau, parce qu'en fait c'est là où c'est intéressant ce que disait Charles Stepanov, le fait qu'on ait désocialisé les pratiques de mort. Ça me semblait important pour moi de travailler cette socialité, mais du côté interespèce. Mais c'est intéressant aussi, pardon Elsa Maury, dans cet exemple, on retrouve en fait à la fois ce tabou quand même de la mort des animaux aussi qu'on évoquait, ce paradoxe moderne, c'est que en entendant cet extrait, on est quand même tous un peu étonnés, voire choqués, voire un peu dégoûtés aussi d'entendre parler de son plat, de ce qu'elle est en train de manger, en se souvenant de l'animal qu'elle a connu, qu'elle a aidé à grandir, turbulent, disait-elle à propos de lui. Oui, en plus je pense que c'est comme ce mouton était un biberon, c'est un personnage encore plus trouble dans cette dichotomie dont parlait Charles Stepanov entre un animal matière et un animal enfant, dans le sens où il a été biberonné, donc il est dans une relation avec les humains qui est extrêmement proche et physique, et puis justement on arrive à une agression à un moment donné, et puis pas seulement de la bergère mais aussi des brebis de manière générale. Et donc cette bergère qui a en effet biberonné ce mouton et qui a un prénom et qu'on connaît très bien, elle finit par décider qu'il est trop turbulent et trop embêtant pour le troupeau, et donc il s'agit de le manger. Mais pour elle, je crois que c'est pas une contradiction, justement. L'enjeu, c'est de trouver une manière où cet animal va être aussi respecté dans la manière dont on va le manger jusqu'au bout, manger les abats, etc. Et donc je pense que c'est pas un rapport de négation de cet individu mouton en tant que personne ou personnage, mais c'est plutôt un rapport d'affirmation, de continuité dans son troupeau. Et vous le dites, vous l'écrivez dans cette revue, on peut cesser de manger des animaux, mais on peut aussi saisir l'occasion pour réfléchir plutôt aux manières de les tuer et de les manger en considération, sans couper le lien, sans trou noir, ce que sont aussi les abattoirs aujourd'hui. Charles Stepanov, sur cette hypersensibilité actuelle, moderne, comment vous l'expliquez ? Alors, c'est une longue histoire, mais de fait, il y a une désanimalisation de nos sociétés. Si on songe à ce qu'était une ville il y a un siècle, c'était turbulent, c'était multi-espèces comme univers, c'était un patchwork de présence animale et humaine complètement entremêlée, avec les chevaux de travail qui tiraient les autobus, les omnibus, les cochers, il y avait dans les foires la vente des animaux, donc il y avait une présence animale qui impliquait énormément de partage sur le plan de la communication également. Dès qu'on retrouve le lien au quotidien avec les animaux, chez les éleveurs ou chez les chasseurs, qui ont le lien avec le chien par exemple, on redécouvre, nous en tant qu'humains, notre part animale. On redécouvre notre capacité à comprendre un aboiement, à comprendre un bêlement. J'étais chez des éleveurs de porcs en plein air il y a quelques jours. Pour eux, ce sont des êtres intelligents.
les porcs. Ils sont capables de nous communiquer des choses, des émotions. Et donc, à partir du moment où tout ça a été perdu, on a développé une sensibilité, mais assez extérieure en fait. Une sensibilité qui fait qu'on a du mal à les regarder, les animaux. Il y a eu des exigences d'hygiène. Pourquoi on a supprimé les animaux des villes? Pourquoi on a supprimé les chats et les chiens? Il ne reste que des chiens de compagnie actuellement. À la fin du 19e siècle, c'était 10 000, 20 000 chiens errants qui étaient euthanasiés par an en France. Donc ça s'est fait par un travail d'épuration, de nettoyage, dans une vue d'hygiénisation, de civilisation de la cité, qui, sur le plan moral, correspond à une pacification des mœurs. On ne voulait plus voir ces animaux et ces abattages en ville parce que, pourquoi? Les élites morales, philosophiques et politiques avaient peur que cette violence soit contagieuse et qu'elle entretienne un esprit de rébellion et de violence à l'intérieur du petit peuple des villes et puis aujourd'hui dans les campagnes également, puisque cette violence est supprimée des fermes également. Donc c'est tout un travail de civilisation qui fait qu'on a expulsé la violence, qu'on est devenu de plus en plus sensible, et ce qui fait que, du point de vue de certaines personnes, on a été dépossédé d'une forme de souveraineté cosmopolitique qui résidait dans notre rapport au vivant. Et en même temps, on nous resensibilise avec des images qui sont hyper violentes. Quand on pense aux actions des militants de la cause animale aujourd'hui, pour vous, ces actions qui pointent des dérives sont, j'imagine, en partie nécessaires. Est-ce qu'elles passent quand même aussi un peu à côté de leur but parfois? Comment vous les observez? Non, elles sont inévitables. Il est impossible que 3,2 millions d'animaux soient tués par jour sans que personne le sache, sans que personne le voie. Donc forcément, ce système dérape à un moment. Forcément, il y a des intrusions de gens qui vont avoir filmé de l'intérieur, ce qui nourrit notre société. Ça, c'est inévitable. Par contre, ça pose, effectivement, je trouve qu'il faut aller, évidemment, ne pas projeter l'image de l'élevage industriel sur l'ensemble de l'élevage. Il existe encore des élevages de porcs en plein air, c'est 2% de l'élevage en France, il faut les soutenir, il faut se mobiliser. En ce moment, ils sont menacés de suppression à cause d'une nouvelle législation de biosécurité. Il faut là effectivement que les gens qui veulent que ça reste possible, ce genre de relations riches, complexes entre les hommes et les animaux, fassent des choix. Il y a une nécessité de redécouvrir la sacralité de l'alimentation, je pense. C'est ça qui est perdu au fond. Et c'est le travail que vous allez continuer, que vous allez poursuivre, Charles Stepanov. Vous me disiez juste avant que l'émission commence que vous travaillez maintenant sur l'élevage après la chasse. Voilà qui finira de faire peut-être pour aujourd'hui, mais pas jusqu'à la prochaine fois. Le pont entre vos travaux. Elsa Maury, Nous la mangerons, c'est la moindre des choses. Vous racontez ce documentaire dans ce nouveau numéro de la revue En Mutation qui paraît coédité par L'Échiquier et l'Obs. Merci beaucoup à vous, Charles Stepanov. On aura, j'en suis sûre, l'occasion de vous réentendre et de vous revoir. Je rappelle le titre de votre livre, L'animal et la chasse, qui paraît à la découverte. L'animal et la mort, pardon. L'animal et la mort à la découverte. Voilà, quand j'essaie d'aller trop vite. Merci beaucoup à Thomas Beau et à Vivian Lecuivre à la réalisation, à Lucas Bretonnier et Laura Dutèche-Pérez pour la grande table des idées, à Oriane Delacroix, Henri Leblanc, Osana Chauvin et Marie Fraboulet pour la grande table culture. À la technique aujourd'hui, Dimitri Paz.